Puis-je vous proposer de commencer nos travaux? Bonsoir à toutes et à tous. Il nous faut excuser le retard de M. Légibaud, mais aussi l'absence de M. Marchetti. Qui par ailleurs n'a pas de point spécifique, puisqu'il n'a pas de point spécifique qui concerne le CPS aujourd'hui. De mémoire, il y a d'ailleurs peu de points, vous en conviendrez. Peut-être vous donner en guise d'information au début de la séance les dates des prochains conseils pour finir cette année, donc le trimestre prochain, octobre, novembre, décembre, le 10 octobre, le 14 novembre et le 19 décembre. Il vous est également proposé d'ajouter un point en urgence relatif au séisme intervenu au Maroc ainsi qu'aux inondations intervenues en Libye. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une série d'autres niveaux de pouvoir et d'institutions se sont lancés dans des opérations de dons d'aide, etc. Et donc nous y reviendrons toutefois si vous le voulez bien, parce qu'il vous faut accorder et accepter l'urgence. Puis-je considérer votre accord et l'unanimité sur l'urgence, sauf avis contraire de l'un ou l'autre d'entre vous? Je ne vois pas d'avis contraire, je vous remercie. Ce sera donc le 13e point avant la question d'actualité déposée et recevable. Bien. Alors, il nous faut revenir sur le procès verbal du 20 juin 2023 avant d'aborder le procès verbal de la séance dernière. Donc, l'ordre du jour appelle non pas le procès verbal de la séance dernière, mais bien de l'avant-dernière, c'est-à-dire du 20 juin, le procès verbal du 20 juin 2023. L'un d'entre nous, M. Jadin, pour ne pas le citer, avait souhaité émettre une remarque et j'avais suggéré de postposer la discussion en la présence du secrétaire de séance, c'est-à-dire M. Siviot, directeur général, mais secrétaire de séance de la séance du 20 juin, puisque la séance dernière, ce n'était pas lui qui l'officiait, rappelez-vous. M. Jadin, je vais vous céder la parole, je pense que ce sera plus efficace comme ça. Je vous en prie. Monsieur le Président, dans son introduction au Conseil du 20 juin, annonçait une question d'actualité en lien avec un point d'information qui lui correspond. Nous n'avons pas pu définir quelle était la question. La proposition avait bien un objet, par contre. C'était le ROI. Il s'agissait donc bien d'un point complémentaire. Nous contestons toujours le droit au Président d'improviser des points complémentaires ou des propositions sur des objets étrangers à l'ordre du jour, car, sauf en matière de police de l'Assemblée, il dispose des mêmes droits que les autres conseillers communaux et doit donc se conformer au code de la démocratie locale et de la décentralisation. Lors du dernier conseil communal, vu notre désaccord, M. Legas a proposé de reporter l'approbation du procès verbal à cette séance en raison de l'absence de son rédacteur. Depuis lors, nous avons échangé avec M. le directeur général sur le sujet. Nous ne sommes pas tombés d'accord et donc je refuse donc d'approuver le PV en question, sauf retrait de ce point du PV. Je vais me permettre, et puis on ne polémiquera pas parce que chacun peut avoir un avis, on peut diverger, et le cas échéant, on en restera là. Mais je vais quand même me permettre une simple remarque. Le procès verbal ou les procès verbaux de ce conseil, depuis maintenant de nombreuses années, en tout cas depuis que j'y siège, mais même déjà avant d'ailleurs que ce soit M. Siviot qui officie comme secrétaire communal, comme directeur général ou secrétaire de séance, à l'époque de M. Leclerc déjà, reprenait effectivement, parfois, des points évoqués sous forme d'actualité ou d'information, indépendamment des points portés à l'ordre du jour. Et on a même d'ailleurs, au niveau du Code de la démocratie locale, un article dont le numéro m'échappe, mais je peux le retrouver rapidement si vous le souhaitez, qui expressément, explicitement,
indique que les questions d'actualité doivent figurer dans le procès-verbal du Conseil communal. Les questions d'actualité n'étant pas un point porté à l'ordre du jour. Mais, explicitement par ailleurs, le Code prévoit, je ne parle pas de notre règlement, je parle du Code d'administration locale, prévoit que les questions d'actualité et leurs réponses soient consignées dans le procès-verbal. De même que les interpellations citoyennes. Et là, c'est plus explicite, plus précis encore, doivent figurer dans le procès-verbal du Conseil communal. Est-ce à dire que le citoyen a un droit consacré plus important que le Conseil communal? D'une certaine manière, oui. Et je ne porte aucun jugement quand je dis ça. Bonsoir. Notre usage et notre coutume, nos coutumes et nos usages, à l'ensemble des membres que nous sommes de cette Assemblée, a toujours, effectivement, permis et validé cette façon de faire du directeur général, du secrétaire de séance, en ce compris les points d'information et autres points d'actualité. Et aujourd'hui, pour une raison qui m'échappe, et en cristallisant une fois de plus, j'ai envie de dire sur une personne, mais peu importe, vous me dites, je ne veux pas que tel point ou tel propos de tel individu, fût-il notre égal, apparaissent dans le procès-verbal du Conseil communal. Ça ne m'empêchera pas de me venir, d'autant que la suggestion qui a été faite par votre serviteur, en sa qualité de président du Conseil communal, plus qu'en sa qualité de conseiller communal d'ailleurs, c'était d'envisager une révision de notre règlement d'ordre intérieur, parce que nous avions décelé, de mon point de vue, et ce n'est que mon point de vue, une imperfection, appelons-la comme ça. Et d'ailleurs, cette initiative a rencontré un franc succès, puisque chacun des groupes qui composent notre Assemblée a rentré un certain nombre, on va dire un nombre certain pour d'aucuns, d'articles soumis à révision. Et le directeur général, dans un souci d'efficacité, est revenu vers chacun des membres des groupes, du moins les membres auxquels il correspond, les responsables des groupes, dirons-nous, les chefs de groupe, pour avoir même des précisions quant à la teneur, ou en tout cas, concernant ces articles, pour aller un peu plus avant, pour ne pas se retrouver dans une situation où on rédige un règlement en partant de rien. Donc chacun d'entre vous a été invité à expliciter un peu ce sur quoi il voulait modifier le règlement d'ordre intérieur. Tout ça me paraît hyper constructif et très démocratique, mais aujourd'hui ça semble poser un problème en termes de consignation dans un procès verbal, alors que ça a bien été dit à l'Assemblée en question, et qu'on parle bien du procès verbal de l'Assemblée. Voilà, alors si vous ne souhaitez pas que ça y figure, il y a deux possibilités. Soit on vote, et ça y figurera si la majorité le décide ainsi, soit on le retire. Mais si on le retire, de vous à moi, la révision du règlement de l'intérieur, on fera ça à la prochaine législature. Parce que je veux bien tendre la main, mais si c'est pour qu'on me la morde... Bien sûr, je vous en prie. Eh bien, à vrai dire, peu nous chaud que vous décidiez, suite à votre refus d'approbation, de retirer votre ouverture à une modification, car nous avons pu constater qu'elle était de nature à restreindre l'espace d'expression des citoyens. J'ai peur de ne pas avoir bien compris. Soyez plus précis, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, à moins que quelqu'un d'autre ait compris et veuille le traduire. Donc vous avez... Ce que je vous dis par là... Vous remettez une hypothèse. Ce que je vous dis par là, c'est qu'à partir du moment où vous posez sans limite dans le temps la question d'un citoyen, je trouve que la question à la fin n'a plus de sens, et donc qu'à ce moment-là, vous restreignez le pouvoir de parler ou le pouvoir d'intervenir des citoyens. Donc nous sommes opposés à ça. Alors, on s'éloigne vraiment de l'objet de votre intervention et du PV. Parce que là, vous allez sur le fond d'une éventuelle modification du règlement d'ordre intérieur dont vous ne voulez pas, parce que vous souhaitez qu'on retire le propos qui est relatif à la modification du règlement d'ordre intérieur. Et par la même occasion, vous nous faites un procès, anticipativement. C'est vraiment aller très loin. C'est vraiment aller très loin. Vous savez ce qu'on a dans la tête, mieux que nous ne savons peut-être pas nous-mêmes, d'un travail qui n'a pas encore commencé. Mais là, franchement, on s'écarte complètement du PV. Alors,
soit vous formulez une proposition de modification du PV, soit vous votez contre, mais sachez que voter contre le PV, de notre point de vue, c'est un acte conflictuel inutile. Alors que nous tendions la main à tout un chacun pour modifier le PV le règlement d'ordre intérieur. On pourrait très bien dire maintenant, ok, on va modifier le procès verbal, on va retirer tout ce qui a trait au règlement d'ordre intérieur, mais on va suivre votre demande. Mais il n'y aura pas de modification du règlement d'ordre intérieur. Sauf à ce que vous veniez au prochain conseil communal d'initiative, parce que ça, vous en avez le droit, avec une modification du règlement d'ordre intérieur, toute une série on peut faire ça en plénière, mais on pouvait venir avec, je sais pas moi, 76 ou 77 propositions de modification du règlement d'ordre intérieur. On peut y passer 3 ou 7 heures, il n'y a pas de souci. On avait trouvé une formule élégante, efficace, de groupe de travail dont vous ne voulez pas dans le PV. Je vous mets face à vos contradictions, hein. Je m'excuse, mais vous êtes vraiment face à vos propres contradictions. Mais on est tous pétris de contradictions, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, vous pensez ça, moi je ne pense pas du tout. Ah non, mais moi c'est factuel. On propose un règlement d'ordre intérieur modifié en groupe de travail, vous n'en voulez pas. C'est factuel. Oui, c'est factuel. Mais c'est un fait. C'est un fait, effectivement. C'est contradictoire, mais c'est un fait. Où sont les contradictions de ma part? Vous nous demandez de modifier le règlement d'ordre intérieur par rapport aux demandes citoyennes et aux démarches citoyennes. Je n'ai jamais demandé ça. Vous venez de dire à l'instant, vous faites l'hypothèse à l'instant que nous ne rencontrons pas suffisamment rapidement l'interpellation citoyenne. C'est vous qui avez formulé l'hypothèse. Hein. Vous n'avez même pas entendu le moindre argument. Hein. Et sur ce fond-là, je ne veux pas aller parce qu'on est sur le PV. Sur le reste, on pourrait débattre à l'infini, parce qu'il y a toutes sortes d'interpellations citoyennes qui ne se répondent pas en 7, 10 ou 9 jours. L'administration communale n'en a pas la capacité. On doit parfois interroger des administrations externes, et ça demande des instructions assez complètes qui ne peuvent pas nous donner l'occasion de répondre en 7 ou 10 jours. Ça, c'est sur le fond, mais on ne devrait pas aborder le fond, hein. On devrait rester sur le PV. Alors, sur le PV, soyez clairs, vous votez contre ? Eh bien, nous allons passer au vote. Madame Bendeux? Oui. Monsieur Denimal? Oui. Monsieur Lucas? Oui. Madame Blanche-Couteur? Oui. Monsieur Marais? Oui. Monsieur Opal? Oui. Monsieur Brigido? Abstention. Oui. Madame Foulco? Oui. Monsieur Dédiès? Oui. Madame Bayet? Oui. Madame Poulard? Oui. Monsieur Autex? Oui. Monsieur Tondeur? Oui. Madame Kim? Abstention. Monsieur Godard? Oui. Madame Bonbois? Oui. Monsieur Jadin? Non. Madame Dupaola? Non. Madame Maï? Non. Madame Mazy? Oui. Monsieur Vegas? Oui. L'ordre du jour appelle l'approbation du procès verbal de la séance antérieure. S'il n'y a pas de remarques à propos. Monsieur Jadin. Concernant le rédigé de ma question d'actualité sur Sportissimo, si mon intervention a été correctement libellée, ce n'est pas le cas de la réponse du président de Sportissimo, qui avait textuellement signalé que les invitations aux AG pour les conseillers communaux avaient été envoyées régulièrement par ses soins aux 4 directeurs généraux des communes concernées. Nous souhaitons qu'il soit ajouté au PV la phrase suivante: Monsieur le président de Sportissimo dit avoir envoyé aux 4 directeurs généraux des communes concernées des invitations à l'intention des conseillers communaux pour les assemblées générales du Sportissimo. Je vous rappelle que lors de cette question d'actualité, j'avais établi une possible relation entre l'absence d'invitation et le manque de transparence que nous dénoncions. Je ne sais pas si vous avez le sentiment de nous ennuyer, mais en tout cas, ce dont je suis certain, c'est que l'administration va finir par être agacée. La rédactrice de ce PV n'est pas là. Alors, certes, le conseil est maître du PV, mais c'est quand même très indélicat vis-à-vis de la rédactrice. Je ne conteste pas le fait que j'ai dit, parce que c'est la réalité, que les directeurs généraux reçoivent les invitations de la pluricommunale, mais je n'ai pas été vérifié les mots exacts utilisés par la rédactrice du PV qui, à votre sens, ne sont pas suffisamment précis. Si vous permettez, nous allons relire ensemble
le paragraphe concerné. Pourriez-vous m'indiquer, selon vous, où cela devrait se trouver, où cela se trouve, le cas échéant, mais imparfaitement? S'il vous plaît. À quelle page? La dernière. J'ai aussi été Moi, je vais dans le coin, je ne sais pas, je n'ai pas la page, mais je peux vous lire Je vous en prie, monsieur Sidi. Le président signale que ce n'est pas parce qu'une réponse n'est pas convaincante qu'elle n'est pas bonne. Il rappelle que la question doit être posée à la bonne personne et au bon organe, à savoir Sportissimo. La SBL Sportissimo, comme toutes les ASBL, publie ses comptes à la Banque nationale tous les ans. Ceux-ci sont consultables par tous les Belges. Tous les conseillers communaux sont invités chaque année à l'Assemblée générale du Sportissimo. Les convocations sont, pour ce faire, données aux directeurs généraux des 4 communes concernées. Lors de cet AG, les conseillers peuvent poser leurs questions. Ça, en tout cas, c'est acté. Où est le problème? Je suis surpris. Vous êtes surpris? Oui, mais redire la page parce que... La dernière page, Moi, je ne l'avais pas lu. dans le milieu Mais de vous la l'avez dernière manifestement lu. page. Bah, peut-être pas. Non, eh bien non. Excusez-moi. Vous êtes tout excusé. Autant pour moi. Vous me votez ce procès verbal. On passe au vote. Je vote ce procès verbal. Madame Vétouli, Oui, Monsieur Denimal, Oui. Monsieur Lucas, Oui. Madame Jean Scrutin, oui. Monsieur Emerel, Oui. Monsieur Lopin, Oui. Monsieur Bégibaud, Abstention. Madame Foulco, Oui. Monsieur Zéguet, Oui. Madame Daniel, Oui. Madame Poulard, Oui. Monsieur Otek, Oui. Monsieur Pondeux, Oui. Madame Thies, Abstention. Monsieur Godard, Abstention. Madame Bonvoy, Oui. Monsieur Jadin, Oui. Madame Di Paola, Abstention. Madame Naï, Oui. Madame Mazy, Oui. Monsieur Legas. Oui. Avec votre autorisation, nous pourrions aborder les points relatifs aux fabriques, en sachant qu'il y a des propositions de décision qui sont quelque peu différentes. Donc tout d'abord, il y a l'église Saint-Fiacre de Louisbec, avec son budget 2024, et là ce qui est proposé c'est une approbation. Ensuite, il y a la fabrique d'église Saint-Martin de Quenas qui est proposée, c'est une prorogation de délai. Il y a enfin la fabrique d'église Saint-Pierre et Saint-Martin de Vierge, et là aussi il s'agit d'approuver le budget 2024. Et finalement, la fabrique d'église protestante de Clabec, budget 2024, où là il est proposé un avis défavorable pour le motif que les travaux sont exécutés non pas par emprunt comme dans les autres fabriques, mais bien sur fonds propres. Alors, vous savez que ce n'est pas sans conséquence, puisque dès le moment où on paye, entre guillemets, cash les travaux sur fonds propres, bah, c'est un transfert quasi équivalent qui est fait par les communes concernées, puisqu'ici il s'agit de l'église protestante de Clabec et de ces 2 communes qui sont concernées, c'est-à-dire Tubize et Rebec. Mais si vous souhaitez qu'on les aborde distinctement, nous les abordons distinctement. J'ai simplement une question sur le quatrième point. C'est-à-dire que... non, le point numéro 6, hein, l'église protestante, c'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui se passe si la commune de Tubize ou si la ville de Tubize donne un avis différent d'une autre? Est-ce que ça a une quelconque influence? Est-ce que c'est... Alors il y a un poids relatif des 2 institutions, puisque la commune de Tubize a un poids plus important que le nôtre, vous n'êtes pas sans le savoir. Et donc, mais là je m'aventure un peu, c'est eux qui finalement décident. On remet un avis, mais la commune qui pilote, qui valide in fine, on pourrait décider de faire un recours. L'objectif n'est pas vraiment celui-là, c'est de, comme pour les autres fabriques de la commune, de faire passer le message que pour les grands investissements, il faut passer par emprunt, non pas demander aux communes de financer en direct. C'est une intervention, une dotation communale à l'extraordinaire, mais c'est, comme on l'a expliqué, directement, nous c'est du budget ordinaire, de leur financement, de leur extraordinaire à eux. Voilà. On voudrait les inciter à passer par emprunt, comme on le fait avec les autres fabriques. À la différence peut-être des autres fabriques, nous ne sommes pas représentés au conseil de fabrique. Par exemple, pour vous donner un autre élément, dans les autres conseils de fabrique, Mme Venturelli, en sa qualité de bourgmestre, assiste et peut émettre des avis, éventuellement contester une orientation, ou je ne sais pas, contester même des montants au budget, le faire acter, et puis il y a un vote, enfin bon, je vous passe les détails. Mais à Clabec, à l'église protestante,
Ce n'est pas Mme Venturelli qui siège, c'est M. Janut, je suppose, ou en tout cas les gens en charge de l'étude. On estime que des travaux à hauteur de 25 000 €, ça nécessite quand même de faire un emprunt, puisque l'intervention pour la commune, au lieu d'être de 4 200, je passe virgule, serait de 11 500 €. C'est quand même pas négligeable, ça fait 7 000 € à prendre en charge. Et dans les autres fabriques d'églises, quand il y a des travaux de ce montant-là, on demande aux fabriques de passer par emprunt pour pouvoir étaler l'intervention communale dans le temps par le remboursement d'emprunt. Merci pour vos explications. Oui, M. Zilio. Pour le côté utile, on demandera à nos services de prendre contact avec les services de la ville de Tunis, bien attirer l'attention là-dessus, espérer qu'ils vont, eux, réformer le budget. Mais il n'y a pas de garantie que ce sera le cas. D'accord. Alors, si vous en êtes d'accord, on peut donc voter les 4 fabriques ensemble, en sachant que ce n'est pas le même vote. Hein. Donc il y a l'approbation du budget dans un cas, la prorogation dans l'autre cas, une seconde approbation pour Biège et enfin un avis défavorable pour Clabec. On passe au vote. Madame Venturelli. Oui. Monsieur Denoual. Oui. Monsieur Boutet. Oui. Madame Dorn-Scooter. Oui. Monsieur Emmerel. Oui. Monsieur Opal. Oui. Monsieur Régibaud. Oui. Madame Foucault. Oui. Monsieur Zégues. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Poulard. Oui. Pardon. Oui. Monsieur Auters. Oui. Monsieur Tombeur. Oui. Madame Tilt. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maï. Abstention. Madame Nazi. Oui. Monsieur Legas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 6, point 7, pardon, autant pour moi. Subside aux associations, dossiers supplémentaires, proposition de modification de la répartition. S'il n'y a pas de remarques particulières. Oui. Madame Mazi. Juste, ça correspond à quoi le KWS? J'ai été voir, je regarde. C'est juste par curiosité. La question est la même. Oui. C'est un stage, enfin, c'est une organisation de stage de football, une académie sportive, mais qui est spécialisée dans le football, qui n'est pas le club de football, ni un autre club en salle qui joue dans la salle. C'est encore un troisième type de club, si je peux dire. Il y a une reconnaissance officielle, C'est par curiosité. Je vous en prie. Eh bien, nous passons au vote dès lors. Madame Venturelli. Oui. Monsieur Denoual. Oui. Monsieur Boutet. Oui. Madame Dorn-Scooter. Oui. Monsieur Emmerel. Oui. Monsieur Opal. Oui. Monsieur Régibaud. Oui. Madame Foucault. Oui. Monsieur Zégues. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Poulard. Oui. Monsieur Auters. Oui. Madame Tombeur. Monsieur Tombeur. Oui. Madame Tilt. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maï. Oui. Madame Nazi. Oui. Monsieur Legas. Oui. Donc, je vous rappelle le point 8, intercommunal du Brabant Wallon. En fait, c'est repris à la BCE, donc on peut retrouver les informations sur l'association à la BCE. Voilà. Alors, c'est Kick World Soccer Academy. C'est très wallon. Donc, ce qu'on a trouvé, nous autres, c'était une société qui faisait des ensemencements. Ah, apparemment, c'est pas pareil. C'est pas grave. C'est très surprenant. Ouais. Ok, donc nous sommes à l'île B, cartographie aérienne, approbation de la convention. Madame Di Paola. Nous constatons dès lors que Rebec, de volonté délibérée, ne s'inscrit pas dans un des objectifs initiaux de la démarche, qui consiste à renforcer l'intercommunalité du territoire par la mise en place d'une dynamique territoriale, dans le cadre de la Convention des maires, afin de lutter contre le changement climatique et de mettre en œuvre des politiques énergétiques durables. Ce faisant, comme nous avons pu le constater au cours des multiples points complémentaires que nous avons introduits sur la signature de la Convention des maires, elle se désolidarise des autres communes de la province pour des motivations que nous ne comprenons pas. Et aujourd'hui que les effets de cette intercommunalité commencent à apparaître, Rebec veut en profiter, mais sans s'engager, c'est navrant. Combien cela coûtera-t-il à la commune de Rebec? 2 personnes de référence seront formées à l'analyse de ces données au sein de l'administration communale afin de répondre aux questions des administrés sur les diagnostics établis. 2 séances de formation au moins,
un mois avant celle-ci. Elle devrait avoir lieu en septembre 23. Est-ce que, comme le prévoit la Convention, 2 employés communaux de Rebec ont été formés? Et est-ce que cela a engendré un coût supplémentaire? Madame Venturelli, pour la partie vos questions, parce que je trouve pour le reste que... Alors, il y a bien 2 personnes qui ont été désignées. Je ne sais pas si la séance de formation a déjà eu lieu ou pas, mais il y a bien 2 personnes qui ont été formées et qui ont été désignées pour être formées. Donc, qui seront formées. Je ne sais pas si la formation a déjà eu lieu ou pas. Pour ce qui est du financier, je pourrais vous retrouver l'information dans le point collège, mais je n'ai pas le montant comme ça maintenant. Je ne sais pas si, Michael, tu as ça à portée de main. Maintenant, c'est la preuve aussi que sans avoir signé la Convention de Metz, on peut faire des choses pour le climat et s'inscrire dans une démarche. Donc, je pense que vous l'avez déjà souligné. Vous avez pu voir aussi au budget extraordinaire qu'on a voté récemment qu'on va investir un montant de l'ordre de 140 000 euros pour placer des panneaux solaires sur les bâtiments communaux, pour lesquels on a également été chercher un subside auprès de la province de 60 000 euros. Donc on travaille aussi par rapport à ça, sans nécessairement avoir signé un document. Comme je vous l'ai déjà répondu à plusieurs reprises lors de vos questions, on travaille, on mène des actions concrètes et c'est important de le souligner, des choses sont concrètement faites sans avoir signé cette convention. Bien. Je ne vois pas de données financières, donc je pense que c'est compris dans l'intervention globale que le commune en a. Je ne sais plus mon temps global, mais normalement c'était prévu, l'intervention couvrait tout. Peut-être préciser qu'on a désigné quelqu'un qui sera en contact avec le public et quelqu'un qui pourra aussi utiliser les données pour le service technique qu'on a introduit. Justement pour que, au niveau des bâtiments communaux, on analyse finement les résultats. Excusez-moi, M. Auter demandait la parole et Mme Di Paola souhaite peut-être répliquer. Donc si Mme Di Paola ne souhaite pas répliquer, je propose à M. Auter d'intervenir puisqu'il demandait la parole. M. Auter. Oui, merci. En fait, l'article 14 de la Convention précise que la commune et l'INVW organiseront conjointement l'événement présentation des résultats. Donc je voulais savoir si effectivement, lors de cet événement, si l'INVW sera présente aux côtés de la commune pour présenter ses résultats. C'est l'objet de la Convention, donc je suppose que oui, mais faut-il encore? De toute façon, le GPD s'applique, hein, donc ce ne sera pas public. Non, c'est pas l'objet de la question de M. Auter. C'est pas l'objet de la question de M. Auter, M. Delmar, je m'excuse, mais vous répondez par la question de M. Auter. La question de M. Auter, c'est savoir si l'IBE sera présent le jour de l'événement présentation. C'est conventionnel, j'ai envie de dire. Donc, ils se doivent d'être présents. Mais vous avez raison de le dire, il faut le vérifier, il faut insister auprès d'eux pour qu'ils soient présents. Monsieur Janin, vous souhaitiez intervenir par ailleurs? Oui, donc, en fait, je suis entièrement d'accord avec Madame la bourgmestre. Nous ne disons pas d'ailleurs que vous ne faites rien au niveau de la commune. Simplement, vous ne vous inscrivez pas dans la démarche globale. Vous restez à faire des choses de votre côté. Et c'est ça l'intercommunauté dont parle le texte de Mme Di Paola. Intercommunalité. On a corrigé. Bien, moyennant cette précision, si besoin était. Monsieur Denal, vous souhaitez intervenir? Non, peut-être pour préciser simplement qu'au niveau du RGPD, tous ces renseignements ne vont pas être sur la place publique et que chaque personne qui le souhaite aura ce qui la concerne personnellement. Ça me semble quand même important. Ah, Mme Mazzi souhaite intervenir. Comment les habitants vont être au courant de ça? Vous allez envoyer un courrier à tous les propriétaires en disant que ça a été fait et qu'ils peuvent en avoir accès à la commune ou par quel but vous allez communiquer? Madame Venturelli? À mon avis, on utilisera nos outils de communication comme le Rebec à la Une qui est distribué dans toutes les boîtes sites internet. Maintenant, il faudra voir au niveau des dates si ça peut coller, mais a priori, on va s'arranger pour trouver une date où on peut bénéficier de la diffusion du Rebec à la Une. Clairement, écrire un courrier à tous les propriétaires, ce serait quand même très onéreux. Les recevoir pour être compliqué aussi. Pardon? Les recevoir pour leur donner leurs documents, ou bien ces documents vont être envoyés à la demande ou comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs aspects. Donc, il y a d'abord une réunion collective où il y a une présentation
résultats globaux où on verra, on ne va pas aller habitation par habitation, mais il y a X% d'habitations qui sont à un niveau d'isolation un tel, etc. Et après, les citoyens individuellement, et c'est pour ça qu'il y a des membres du personnel qui souhaitent avoir plus d'informations par rapport à leur propre logement, pourront venir rencontrer les personnes qui ont été formées pour obtenir des informations. Et donc là, il faudra prendre contact, son système de rendez-vous, ce genre de choses pour pouvoir le faire. Et peut-être préciser, donc, comme monsieur le directeur général vous l'a dit, donc il y a une personne donc, du service urbanisme qui a été formée, qui sera formée, et une personne des services techniques, mais la personne au service urbanisme formera également un de ses collègues du service pour qu'il y ait toujours possibilité d'avoir quelqu'un de disponible pour répondre aux citoyens. Monsieur Jardin. En fait, je ne veux pas vous faire le reproche de ne pas avoir été entré dans le plan Polec, mais si vous étiez entré dans le plan Polec, ça vous faisait pendant 3 années une personne en plus dans les services. Cette personne aurait pu très bien faire ce genre de travail, ça c'est déjà une chose. Et la deuxième chose, je sais que la commune, l'administration manque de personnel. Bon, j'en ai encore discuté récemment avec monsieur le directeur général, et effectivement, il y a beaucoup de... J'ai suivi une formation cette semaine, la semaine passée, sur les lanceurs d'alerte. C'est une chose qui va devenir obligatoire dans les communes. Et le personnel n'est pas extensible à l'infini, quoi. Donc, moi, je crois qu'il faut profiter de l'occasion qui se présente. Bien, tout est dit. Passons au vote. Madame Venturelli. Oui. Monsieur Deminel. Oui. Monsieur Vitesse. Oui. Madame Don-Scuter. Oui. Monsieur Emery. Oui. Monsieur Opal. Oui. Monsieur Régido. Oui. Madame Foulco. Oui. Monsieur Zegers. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Kilac. Oui. Monsieur Opes. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Télis. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Dada. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Mann. Oui. Madame Nazi. Oui. Monsieur Vegas. Oui. Belle unanimité. Nous passons au point suivant, taxe sur les dépendances des carrières, adoption d'un règlement. Y a-t-il une demande d'intervention? Monsieur Oters. Oui. Selon l'avis du directeur financier sur cette taxe, on parle d'une taxe sur les dépendances carrières qui sont, en notre compréhension, le nouvel intitulé de l'article 040 36 409 pour un montant de 20 000 euros. Nous nous inquiétons de savoir ce que va devenir la taxe sur les carrières mines et minières qui, dans le budget présenté en novembre, je crois, était repris aussi sous le même article, mais pour 375 000 euros. Donc nous nous inquiétons un peu du futur de cette taxe qui a l'air de bouger selon l'article et l'avis du directeur financier. Si nous avons bien compris. Je propose que monsieur le directeur général apporte la réponse technique. Dans l'avis de l'égalité, le directeur financier vise l'article sur lequel vont être inscrits les 20 000 euros de recettes que devrait rapporter cette taxe. Ils s'additionneront à la taxe qui a été votée par le conseil communal, qui est dorénavant une taxe de répartition. Donc dans la seconde modification budgétaire, si le vote se passe directement après, voilà, les montants seront inscrits en prévision budgétaire en plus des montants taxes carrières. On revient en fait à la situation d'avant où l'ancien règlement, qui est celui-ci en fait, taxait les carrières et les dépendances des carrières. Donc le nouveau règlement sur les carrières ne taxe que les carrières. On a pris un contact informel avec le cabinet du ministre, c'est ce qui était demandé par la tutelle, avant de soumettre le texte au Conseil. On a un feu vert officieux, et de toute façon, une fois que le règlement sera voté, on le soumet officiellement à la tutelle, et il peut rentrer d'application encore cet exercice. Ce qui augmentera le montant à 395 000. Mais on modifie. Merci. Je vous en prie, s'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Madame Venturelli. Oui. Monsieur Deminel. Oui. Monsieur Vitesse. Oui. Madame Don-Scuter. Oui. Monsieur Emery. Oui. Monsieur Opal. Oui. Monsieur Régido. Oui. Madame Foulco. Oui. Monsieur Zegers. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Poula. Oui. Monsieur Oters. Oui.
Monsieur Tondeur. Oui. Madame Pins. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Mailly. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Degas. Oui. L'ordre du jour appelle le point relatif au recrutement par voie de promotion d'un directeur ou d'une directrice d'ailleurs, financier commun, statutaire, vacances de l'emploi et approbation du profil de fonction. Vous avez également noté le pourcentage, 125%. Il s'agit d'un directeur commun et c'est déjà le cas aujourd'hui. Et il y a donc une majoration salariale, mais il y a un travail en conséquence, si j'ose dire. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Madame Mailly, pardon, j'allais dire Mazie, excusez-moi. Ça arrive. C'est juste pour vous signaler qu'il y a une petite erreur dans le profil de fonction. À la deuxième page, le point 3 et 4 sont les mêmes, donc à mon avis, c'est une erreur de copier-coller. C'était juste pour le signaler. Merci beaucoup. Nonobstant cette erreur qui sera donc corrigée, s'il n'y a pas d'autres remarques. Il y a juste une petite différence et d'initiative. À mon avis, la protection, on a oublié Bien. Ça doit être le 4 qui doit être bon. Donc considérez le 4 qui est bon et non le 3. Il y a un vocable qui est sensiblement différent à peine. Parfait, on passe au vote. Madame Mercuri. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Moutex. Oui. Madame Dorn-Scuter. Oui. Monsieur Henovex. Oui. Monsieur Hopmans. Oui. Monsieur Rizico. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Zégues. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Poulard. Oui. Monsieur Otex. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Tibbs. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Mailly. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Legas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 11, modification de la circulation routière, suppression d'un emplacement pour personnes handicapées, Grand Place de Quenast 10A. J'imagine qu'il n'y a pas de demande d'intervention. Je n'en vois pas. Et là, nous pouvons passer au vote. Madame Tolevi. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Moutex. Oui. Madame Dorn-Scuter. Monsieur Henovex. Oui. Monsieur Hopmans. Oui. Monsieur Rizico. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Zégues. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Poulard. Oui. Monsieur Otex. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Tibbs. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Mailly. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Legas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 12, permis d'urbanisme rue Maréascal 43A, demande d'accord du Conseil pour la modification de voirie. Y a-t-il une demande d'intervention? Je n'en vois pas, on passe au vote. Madame Tolevi. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Moutex. Oui. Madame Dorn-Scuter. Oui. Monsieur Henovex. Oui. Monsieur Hopmans. Monsieur Rizico. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Zégues. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Poulard. Oui. Monsieur Otex. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Tibbs. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Mailly. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Legas. Oui. Alors, j'avais sollicité votre accord pour ajouter un point à l'ordre du jour en urgence. Il s'agit d'un point relatif à l'aide aux victimes des catastrophes naturelles récentes au Maroc et en Libye. Je ne vais pas vous faire un rétroacte trop long, ce n'est pas mon intention, vous savez de quoi il s'agit. Il y a eu un certain nombre de précédents dans notre commune. Certes, nous ne sommes pas en capacité financière d'aider le monde entier, mais dans certaines circonstances, nous avons déjà en 2010 de mémoire pour Haïti, mais aussi pour le Népal en 2015, également concernant l'Ukraine en 2022 et plus récemment concernant la Turquie en 2023 et en Syrie également, et plus récemment encore concernant le village jumelé en Émilie-Romagne, de Rol lors des inondations. Nous avons alloué un don, certes symbolique, mais il vous est proposé de faire pareil aujourd'hui. Donc il vous est proposé de verser un montant de l'ordre de 5 000 €, tel que ça avait été fait pour la Turquie et la Syrie. Alors la problématique ici est un peu différente, en ce sens que dans le cadre du Maroc, il y a des opérateurs sur place, et notamment, même si le consortium 12-12 ne s'est pas encore prononcé, la Turquie aussi, ils ont mis un certain temps à se prononcer. Mais il y a d'ores et déjà un opérateur sur place qui est la Croix-Rouge, ou plutôt le Croissant-Rouge, son équivalent. Et donc ça, c'est relativement, entre guillemets, facile, parce qu'il y a
Par contre, pour la Libye, le problème est un peu différent, puisqu'il y a deux gouvernements. On n'est pas censé savoir qu'il y a deux gouvernements et qu'il y a aussi un conflit, même s'il est mis un peu, fort heureusement d'ailleurs, un peu sous les ténoirs pendant les secours. Mais donc, dans un cas, ce sera plus aisé que dans l'autre. Ici, la décision est prise symboliquement et principiellement. Permettez aux autorités, aux directeurs et peut-être en contact avec d'autres opérateurs ou d'autres institutions de voir quel sera l'organisme qui pourra recevoir notre don en Libye ou pour la Libye. Je voudrais aussi profiter de ce point en urgence pour marquer peut-être une minute ou quelques minutes de silence ou quelques instants de silence en hommage aux victimes de ces deux catastrophes naturelles. Je vous remercie. Merci. Je propose que nous passions au vote. Madame Venturelli. Oui. Monsieur Deminal. Oui. Monsieur Lutz. Oui. Madame Scuteur. Oui. Monsieur Model. Oui. Monsieur Opal. Oui. Monsieur Rézigo. Oui. Madame Fulto. Oui. Monsieur Zekes. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Poula. Oui. Monsieur Otex. Oui. Monsieur Tourdeur. Oui. Madame Tils. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jada. Oui. Madame Zipaola. Oui. Madame Magne. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Legas. Oui. Il nous reste à aborder la question d'actualité reçue et déclarée recevable de Monsieur Jadin. Monsieur Jadin, vous avez la parole. Un accident que l'on peut qualifier de grave, mais aux conséquences heureusement limitées, s'est produit récemment dans le carrefour chemin du Crollier, rue Crollis, route industrielle. Un usager cycliste venant du chemin du Crollier s'est fait renverser par un automobiliste venant du passage à niveau de la rue de Rebec et se dirigeant vers l'autoroute. Ce qui nous intéresse, loin de moi l'idée de porter un quelconque jugement sur l'accident et les personnes impliquées, d'abord parce que je n'y ai pas assisté et puis parce que ce n'est pas le propos. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est de connaître les risques qu'encourent les usagers dans ce carrefour réputé non accidentogène. Nous estimons que ce n'est pas parce que les accidents qui s'y sont produits au cours des ans n'ont pas eu de conséquences très fâcheuses qu'il faut attendre que cela se produise pour réagir. Il existe des experts, de VIAS par exemple, police, assurance, capables de faire une analyse des risques et qui peuvent proposer des solutions. J'ai connu en quelques années au moins 3 accidents graves, une voiture s'encastrant dans un camion, un poteau d'éclairage renversé par un automobiliste la nuit, et finalement ce dernier accident. J'estime donc que la situation mérite qu'on s'y attarde, et je fais bien cet adage, mieux vaut prévenir que guérir. N'est-il pas urgent de faire appel à ces experts afin d'obtenir une analyse des risques particuliers de ce carrefour et d'assumer les conclusions de cette enquête? Merci. Merci, Monsieur Jadin. Madame Venturelli. Monsieur Jadin, même si on peut nier qu'il y a eu des accidents au carrefour entre le chemin du Crollier et la route industrielle, on est loin d'être dans une zone que l'on peut qualifier de point noir. Un point noir est, comme le précise VIA sur son site internet, une zone à concentration d'accidents. Et pour déterminer si une zone est un point noir, on tient compte non seulement du nombre d'accidents, mais également de leur fréquence, leur gravité, ainsi que les types d'usagers impliqués. Dans le carrefour en question, 4 accidents ont été portés à la connaissance des services de police depuis le 1er janvier 2017. Un accident avec blessés légers le 2 octobre 2020 impliquant 2 véhicules. Un accident avec dégâts matériels le 2 janvier 2022 impliquant également 2 véhicules. Un autre accident avec blessés légers le 20 mai 2022 impliquant également 2 véhicules. Et l'accident que vous évoquez avec blessés légers survenu le 29 du 8 à 16h. Suite à votre interpellation précédente, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, un avis de la police a été sollicité et précise qu'il ne s'agit pas d'un endroit particulièrement accidentogène et indique qu'on pourrait obliger par un panneau de direction les usagers du chemin du Crollier de tourner à droite vers l'autoroute. L'avis du fonctionnaire compétent du SPV sera également demandé lors de sa visite sur le terrain programmée au mois de novembre et nous pourrions également faire appel au service consulting de VIAS. Merci. Pas de réplique. Parfait.
Ce point n'appelant pas de vote, nous avons terminé pour la séance publique. Je souhaite remercier le public, venu moins nombreux qu'à l'accoutumée. Mais ce qui importe, c'est la qualité. Attention de ne pas marcher sur les poils.